Également pour ses positions antiracistes, Rokhaya Diallo. Vous êtes dans l'actualité et au cœur d'une polémique. Je vais simplement rappeler en quelques mots à nos téléspectateurs le contexte. Votre nom est cité dans la liste du Conseil national du numérique. Alors ce conseil a pour rôle d'orienter les politiques du gouvernement en matière de numérique. Et votre nom sur cette liste a provoqué une polémique. Certains estiment que puisque vous dénoncez un racisme d'État, vous n'avez pas votre place dans une telle instance qui est rattachée au gouvernement, à l'État. Et plusieurs membres du gouvernement s'en sont inquiétés. Et certains politiques ont demandé à ce que votre nom soit tout simplement rayé. Tout à l'heure, cet après-midi, alors que devait être présentée cette liste, la présidente de ce conseil, Marie Eklund, a démissionné. Il y a eu d'autres démissions. En expliquant ses raisons dans une lettre, le gouvernement, lui, assume vouloir une instance qui travaille sereinement, donc sans vous, dit-il. La présidente de ce conseil qui a démissionné, Rokhaya Diallo, se dit choquée par les caricatures dont vous avez fait l'objet. De quelles caricatures déjà parle-t-elle ? La première des choses que je tiens à dire, c'est que je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue au cours de cette semaine assez agitée. Et je remercie aussi Marie Eklund pour sa confiance et d'avoir pensé à moi pour participer au Conseil national du numérique. Alors, le projet de Marie Eklund n'était pas lié à mes idées de manière générale, mais c'était vraiment un projet qui était un tout. Un projet où il y avait 30 personnalités qui avaient été sollicitées pour leur expertise, dont je faisais partie, parce que je suis assez engagée sur la question du cyberharcèlement, des mobilisations numériques. Et malheureusement, elle n'a pas pu mettre sur pied le projet qu'elle avait proposé. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas poursuivre. Le Conseil national du numérique, moi j'avais accepté d'y participer. C'est une mission qui est bénévole parce que pour moi c'était le témoignage de mon engagement citoyen. Il est vrai que je suis assez critique par rapport à mon pays. Je pense que c'est aussi le devoir de chacun des citoyens d'être critique. Mais pour moi c'était une manière d'apporter quelque part une réponse aux questions que je peux me poser. Je pense qu'on peut tout à fait être critique vis-à-vis de la France et tout en collaborant à ces institutions en apportant des correctifs. Et après cette polémique, Rokhaya Diallo, est-ce que vous vous considérez comme une victime après ce qui s'est passé ? Moi, je pense que la principale des victimes de cette polémique, c'est le Conseil national du numérique. Marie Eklund avait réuni 30 personnalités hors du commun. J'ai eu la chance d'en rencontrer la plupart d'entre elles pour un projet qui s'appelait Penser demain, qui était le projet destiné à réfléchir à l'impact du numérique sur la France de demain. Malheureusement, ce projet qui avait été pensé, ficelé, sous-pesé, ne pourra pas voir le jour, tout simplement parce que des questions sont posées quant à ma légitimité au sein de ce Conseil. Votre légitimité, et puisque vous défendez, on va y venir, parce que toutes les autres personnalités n'ont pas les mêmes arguments que vous, et vous ne les réfutez pas. Vous avez, et vous dénoncez depuis un certain temps, un racisme d'État, un racisme institutionnel. Expliquez-nous comment on peut dénoncer, avant d'en parler de ce racisme d'État, et vouloir collaborer à une instance qui est rattachée à l'État. Quelle serait votre démarche constructive dans ce cas-là ? Alors, je suis une citoyenne française et je suis extrêmement exigeante envers la République. Je constate qu'il y a des faits de racisme, dont on va parler tout à l'heure, qui sont parfois produits par l'État. Pour autant, ça ne m'empêche pas de vouloir contribuer à une réflexion commune qui pourrait améliorer ce que j'estime problématique. Donc pour moi, il n'y a pas du tout d'antinomie entre le fait d'être critique par rapport au pays dans lequel on vit et dont on est citoyen et de participer à une institution, d'autant plus que c'est une mission qui était bénévole. Donc j'avais vraiment proposé de donner mon temps pour essayer de participer à ce Conseil national. Que depuis le début de l'entretien, vous dites que vous êtes critique, mais vous ne reprenez pas ce que moi j'utilise, qui est une dénonciation qui vient de vous, c'est-à-dire racisme d'État. Je le reprends tout à fait. Alors je le reprends. Je pense que si les gens regardent ma timeline sur Twitter, ils pourront voir que c'est une expression que je reprends à mon crédit. C'est une expression que je n'ai pas inventée, qui a déjà été prononcée par Michel Foucault. On le sait, c'était la guerre des races. Au Collège de France. Qui a lu cela, c'était différent. Mais de nombreux intellectuels l'ont prononcé. On parle de racisme institutionnel ou systémique. Moi, j'ai quelques exemples que je peux donner. Mais justement, arrêtons-nous sur les mots, parce qu'on sait que la France, on le sait, Rokhaya Diallo a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais quand on dit racisme d'État, quand on dénonce un racisme institutionnel, et vous connaissez très bien vous-même l'explication des mots, ça voudrait dire que sciemment, de manière délibérée, ouverte, l'État français pense, imagine, met en place aujourd'hui des lois qui créent volontairement une rupture d'égalité entre vous, moi et les autres citoyens. Est-ce que par exemple vous pourriez me citer une loi, un décret, une règle, un règlement qui crée cette rupture aujourd'hui ? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que quand on parle de racisme d'État, ça ne signifie pas qu'il y ait nécessairement une volonté instaurée dans les lois de créer des discriminations entre les différents citoyens. Toutefois, si vous voulez que je vous cite une mesure qui instaure une discrimination entre différentes personnes qui vivent sur le sol français, je peux citer par exemple l'ordonnance récente qui autorise des unités mobiles à aller visiter les centres d'hébergement d'urgence et à
recenser les migrants pour éventuellement envisager une expulsion. Là, on a une rupture du principe d'égalité par rapport à des gens qui ont besoin de services mais d'urgence. Une loi ou un règlement que vous citez, c'est une ordonnance si elle vise une communauté spécifique, une ethnie. Est-ce que c'est cela? Elle vise des migrants en raison de leur statut juridique et de leurs origines. Mais pas en fonction de leur religion ni de leur... Je peux vous donner un autre exemple qui est celui, par exemple, qui a été dénoncé par le défenseur des droits. On sait aujourd'hui qu'en France, lorsqu'on est perçu comme étant d'origine maghrébine ou lorsqu'on est noir, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que lorsque l'on ne l'est pas. Ce qui signifie qu'on a 20 fois plus de risques d'être exposé aux violences policières. C'est sûr qu'il y a des dérapages dans la mais est-ce qu'il y a une feuille aujourd'hui noir sur blanc signée où il y a marqué qu'il faut favoriser les contrôles aux faciès? Non, mais il y a une loi. Il y a par exemple la loi antiterroriste aujourd'hui qui a été votée en novembre dernier favorise les contrôles aux faciès. Donc effectivement, l'État favorise, mais ne l'institutionnalise pas. Évidemment, c'est pas possible. Donc parce il n'y a pas de racisme d'État. Moi, je pense qu'il y a un racisme d'État parce qu'il y a un racisme qui est produit par l'État. Alors, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Mais je pense de l'entretien, c'est aussi la force de notre démocratie, c'est de permettre à toutes les voix de s'exprimer. Et je regrette que les personnes qui sont en désaccord avec moi aient considéré que ma voix ne devait pas être audible. Je comprends tout à fait qu'on puisse considérer que ce que je dis n'est pas juste. Moi, je ne le pense pas. Mais pour autant, est-ce que fermer le couvercle sur ma voix, qui est aussi la voix d'autres personnes, est-ce que ça fait avancer les choses? Le projet du Conseil national du numérique, c'était aussi un projet de dialogue. Et moi, je regrette aujourd'hui qu'on ne soit plus capable de s'entendre et de dialoguer. Il faut dialoguer, il faut débattre, il faut donner évidemment la parole à ceux avec lesquels on n'est pas d'accord et surtout à ceux-là. Voilà pourquoi ici, vous avez la liberté d'expression de tout dire. Et justement, j'ai la liberté de vous poser toutes les questions. Est-ce que ça ne vous choque pas qu'un syndicat, lors d'un stage, propose des réunions avec 2 ateliers interdits aux blancs? Voilà une référence explicite à la couleur de peau. Et pourquoi on ne vous entend pas dénoncer les mêmes choses que vous me disiez il y a quelques minutes? Alors, moi, je pense que le syndicat est surtout réservé à des personnes qui souffrent à titre personnel du racisme. La question de la non-mixité dans le monde militant, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Dans les réseaux féministes, par exemple, dans les années 70, on avait décidé que pour réfléchir aux questions qui affectent spécifiquement les femmes, par exemple les violences sexuelles ou les questions relatives au contrôle des naissances par rapport à l'IVG, etc., il était plus serein, il était plus facile de réfléchir entre femmes, car la présence d'hommes pouvait perturber la discussion. Je pense que pour les questions de racisme, ça peut être la même chose. Lorsqu'on est victime de racisme, c'est extrêmement douloureux. Parfois, l'expression de la douleur peut être difficile à formuler face à des personnes qui ne sont pas directement affectées par le racisme. Et je crois qu'il n'y a rien d'excluant à vouloir créer temporairement des espaces qui permettent à des gens qui sont victimes d'un certain nombre de maux de réfléchir ensemble pour pouvoir après proposer un projet qui est un projet inclusif. C'est un principe qu'on connaît très bien, qui est le principe des alcooliques anonymes. Je pense que je n'ai jamais vu une personne qui n'était pas alcoolique vouloir imposer sa présence dans une réunion des alcooliques anonymes. Vous qui luttez contre toute forme de racisme, vous acceptez que sur une réunion, on exclut quelqu'un pour sa couleur de peau? J'accepte surtout, c'est ce qu'on appelle le racisme. J'accepte surtout qu'on crée des espaces qui permettent à tous, et notamment à ceux qui n'ont pas souvent la parole, de réfléchir ensemble au mal qui les affecte. Il ne s'agit pas évidemment de créer en France de manière définitive des espaces qui sont excluants. Aujourd'hui, si vous dites oui à cela, demain, vous pouvez donner lieu à des réunions qui sont temporaires, qui sont sur le temps, dans le temps long, etc. Absolument pas. Il s'agit d'une réunion de 2 heures. Ah oui, 2 heures. De quelques heures pour réfléchir. Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un projet. Le principe ne me choque pas parce qu'il existe déjà dans le féminisme et que, par exemple, la ville de Paris subventionne des associations féministes qui ne permettent pas aux hommes. Alors, imaginons l'inverse. S'il y a des réunions de blancs, peut-être que certains s'estiment peut-être victimes de racisme, excluant les Noirs. Que diriez-vous? Vous savez quoi, Sonia Mabrouk, c'est que je serais très heureuse que les personnes blanches en France se réunissent pour réfléchir à leur position dominante et à la manière dont elles pourraient agir en tant que personnes privilégiées pour lutter contre le racisme. Est-ce qu'un blanc est forcément associé, selon vous, à une classe dominante? Non, ce que je veux dire, c'est que lorsque, par exemple, une personne non blanche n'a pas d'appartement, n'a pas d'emploi, en raison de sa couleur de peau, c'est nécessairement une personne blanche qui en bénéficie, et ce, quelles que soient ses opinions et son statut social. Donc, de fait, il y a un bénéfice. Quand une personne est discriminée, ça veut dire qu'une personne ne l'est pas et bénéficie de la discrimination, et cela peut être à son corps défendant. Donc moi, si les personnes qui bénéficient du racisme se réunissent pour en réfléchir, ça ne me pose absolument aucun problème. Au contraire, je considérais que ce sera une avancée. Les termes, depuis tout à l'heure, notre interview, et ce sont mes questions, mais ce sont aussi vos idées, nous amènent à parler de blanchité, de racisme d'État, de racisé. Mais avec ces termes-là, est-ce qu'on n'est pas en train de glisser vers une idéologie avec ces termes-là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de placer un carcan vous-même? Vous dites lutter contre le racisme, mais on emploie des termes qui nous renvoient à cela.
Moi, je pense que le carcan, il est placé par les personnes qui ne veulent pas voir. Moi, je suis née en France, j'ai grandi à Paris. Voilà, je vous donne mon exemple très concret. Je suis née en France, j'ai grandi à Paris, je me suis toujours vécue comme française. Simplement, au fil des années, je me suis rendu compte que les gens voyaient ce que j'étais, en tout cas mon apparence, que j'étais une femme noire et que ça avait des conséquences sur ma vie, sur la perception des gens, sur les services qu'on pouvait m'offrir ou ne pas m'offrir. Et de ce fait, je pense qu'il est extrêmement important de mettre un nom sur cela. Moi, j'adorerais pouvoir me lever le matin, ne pas être perçue comme une femme noire, ne pas vivre des discriminations ou des propos racistes du fait de ma couleur. Simplement, je sais dans quel monde je vis. Donc je pense que nommer cela, c'est le meilleur moyen de le dépasser. Je pense qu'on ne peut pas avancer en faisant comme si tous les Français, indépendamment de leur couleur, ne vivaient exactement les mêmes expériences. Pour moi, nommer, parler de blanchité, parler de personnes favorablement ou défavorablement racisées, c'est un moyen d'avancer et de dépasser évidemment ces carcans qui sont des carcans socio-raciaux. Vous luttez contre le racisme ou alors, comme certains le disent, contre la République ? Je ne lutte absolument pas contre la République. D'ailleurs, j'ai tenté d'user d'un des moyens de la République en étant membre du Conseil national du numérique pour faire entendre ma voix. Et ça n'a pas plu justement à mes détracteurs qui me prétendent ennemis de la République. Je ne vois pas en tant que Française comment je pourrais mieux montrer l'envie de faire évoluer des choses qu'en acceptant une mission bénévole, c'est-à-dire en offrant mon temps à la République pour réfléchir à la France de demain et au numérique de demain. Et si vos détracteurs sont si virulents, Rokhaya Diallo, c'est parce que certains ont fait l'exégèse de vos phrases. Moi, je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui, mais il y a quelques phrases quand même qui sont frappantes, ont quelques gestes. Je me souviens que c'était lors des menaces à l'époque de Charlie Hebdo, avant l'attentat, vous y aviez dit, j'ai quand même relevé la phrase, il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur les journalistes de Charlie Hebdo, les dégâts matériels seront pris en charge, le buzz médiatique et l'islamophobie ambiante assureront certainement à l'hebdomadaire au moins que les ventes soient décuplées. Est-ce que vous ne regrettez rien par rapport à ces phrases? Est-ce que vous ne vous dites pas, parce que vous aviez lancé une pétition à l'époque pour la défense de la liberté d'expression? J'ai lancé aucune pétition. Alors, j'ai signé un texte qui a été co-signé par une dizaine de personnes. Certes. Je ne l'ai pas formulé verbalement et je n'ai pas lancé une pétition. Quand on impose une signature, malgré tout, on s'engage pour la défense de la liberté d'expression et contre le soutien à Charlie Hebdo. Est-ce que vous ne regrettez pas tout cela? C'est un texte qui date de 2011 et bien évidemment, je n'aurais jamais signé un tel texte après les attentats de 2015. Je veux dire, il faut aussi contextualiser les propos et il se trouve que le contexte était très différent de celui d'aujourd'hui. Donc vous êtes Charlie aujourd'hui? Mais je suis absolument contre tout attentat et contre toute atteinte à la liberté d'expression. Donc je suis absolument solidaire de toutes les victimes des attentats. Vous êtes Charlie aujourd'hui? Être Charlie, non, c'est une question, c'est pas pour vous pousser à me dire oui. C'est-à-dire que si être Charlie, c'est embrasser la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, non, je ne suis pas Charlie. Si être Charlie, c'est se dresser contre la violence et contre les attentats, évidemment. Est-ce que vous considérez toujours que le voile islamique, c'est un attribut de la féminité, comme pourrait être, je ne sais pas, la mini-jupe, les talons aiguilles? Je considère. Alors moi, j'ai dit que c'était un marqueur de la féminité, effectivement, que c'était un attribut de la féminité. Quand on parle d'attribut ou de marqueur, ça ne veut pas dire que ce soit positif ou négatif. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les hommes musulmans ne se voilent pas. Certaines femmes musulmanes se voilent, ce qui marque leur féminité dans leur conception de l'islam. C'est une observation que je faisais et je disais que de la même manière, dans nos sociétés occidentales, les femmes, généralement plus que les hommes, portent des robes, portent des jupes, portent des talons aiguilles et cela marque socialement leur féminité. Et dans cela, je ne fais aucune analyse positive ou négative. Je suis moi-même une femme musulmane qui considère qu'il n'est pas nécessaire de se voiler. Pour autant, je respecte les choix des autres femmes musulmanes. Alors, vous avez très bien dit, ça peut être un choix. Ça peut être une liberté, il n'est pas question de les stigmatiser, mais vous admettez que dans certains pays ou dans certaines conditions, ça peut être un choix oppressant de la part des hommes sur ces femmes-là. Donc, le voile, dans ce cas-là, ne serait pas juste un attribut. Ce serait un marqueur qui est un marqueur oppressif. C'est-à-dire que moi, généralement, je parle de la France où les femmes, a priori, sont libres de disposer de leur corps. Mais ce pourquoi je lutte, c'est pour que chaque femme puisse faire ce qu'elle veut de son corps. Si elle veut se couvrir, elle peut le couvrir. Si elle veut se découvrir, elle peut le découvrir. Et moi, je lutterai pour chaque femme. De le faire, hein. Évidemment. Donc, si les femmes ne sont pas libres de se découvrir, évidemment, je me tiens à leur côté et je ne jamais de la vie, je ne me tiendrai aux côtés des oppresseurs des femmes. Pour moi, ce qui est important, c'est que le choix de la femme soit placé au centre et que chaque femme puisse librement disposer de son corps. Rokhaya Diallo, quel est selon vous aujourd'hui le plus grand défi auquel fait face notre pays, nos sociétés selon vous? Je pense que ce qui vient de se passer... C'est difficile de classer, mais selon vous? Je pense que ce qui vient de se passer démontre qu'on a une très très grande difficulté à instaurer une forme de dialogue. C'est-à-dire que moi je peux tout à fait entendre qu'on ait des positions divergentes, mais je crois qu'il est extrêmement important qu'on puisse considérer que tous
tous les avis puissent rentrer dans l'arène du débat. Et moi, je suis une personne qui a la chance de débattre de manière très régulière avec des personnes qui sont en opposition avec mes idées. Et pour moi, c'est une très très grande richesse. Et je trouve malheureux aujourd'hui qu'on considère, pour des raisons qui parfois frisent à l'irrationnel, que certaines voix doivent être éteintes, doivent être tues, doivent se taire. Et je crois que le plus grand des défis que l'on doit faire, c'est celui de l'écoute. Et c'est celui qui est le défi que l'on a, c'est celui aussi de ne pas caricaturer les positions. Ni d'un côté ni de l'autre. Des deux côtés, absolument. Donc quand vous êtes caricaturé, évidemment, il faut rejeter ces caricatures. En tous les cas, quand il y a un acharnement sur les réseaux sociaux, mais à l'inverse aussi, quand les autres, ceux qui défendent d'autres avis que les vôtres, est-ce que vos soutiens, est-ce que vous-même, vous les défendez, ces personnes-là? Moi, je défends les personnes qui sont caricaturées, qui sont victimes de réduction par rapport à leurs propos. Et moi, ce que je regrette, en fait, c'est que j'ai une expression quand même qui est assez multiple. J'ai fait un livre sur les cheveux afro, j'ai fait une bande dessinée sur les Parisiennes, j'ai fait des essais, j'ai fait des documentaires, j'ai travaillé à l'étranger. Et ce qu'on retient finalement, c'est un texte que j'ai signé en 2011. Ce sont tels et tels propos qui ont été prononcés dans le cadre d'un débat beaucoup plus long. J'aimerais qu'on